Dès demain, on pourra d'ailleurs se réunir à 10 à l'extérieur et plus seulement à 4, comme c'est le cas encore jusqu'à ce soir. Mais parlons terrasse. Bonjour David Claraval, vous êtes ministre fédéral des Indépendants pour le mouvement réformateur, bourgmestre en titre de Bièvre, en province de Namur. Bonjour Willy de Meyer, à distance. Monsieur de Meyer, la semaine dernière, vous avez laissé entendre que votre police ne bougerait pas si l'Oreca ouvrait dès le 1er mai. On verra si c'est toujours d'actualité. Vous êtes par ailleurs vice-président du Parti socialiste. Bonjour Valérie Miglior, patronne à Liège du Café International et âme du collectif Wallonie-Oreca. Vous ouvrirez le 1er mai. Bonjour à vous Lise Batukowski du restaurant Alexandre à Bruxelles. 14 sur 20 dans le Goemio. Vous n'avez pas de terrasse, vous ne pouvez pas rouvrir du tout. Ça aussi, c'est important d'en parler. Bonjour Benoît Dispa, député bourgmestre de Gembloux près de Namur pour le CDH. Vous représentez l'opposition à cette table. Et bonjour à Nicolas Franco, mathématicien de la santé à l'université de Namur. On est toujours ravis de vous avoir. Christophe Giltet est également autant et toujours là et bien là. Valérie Miglior, vous avez marqué nos téléspectateurs la semaine dernière avec votre lettre ouverte lue en direct à Frank Vandenbroek. Vous voulez toujours ouvrir le 1er mai, c'est clair, net et précis? Alors, le 1er mai, d'abord, il faut un petit peu recadrer. C'était surtout une action symbolique, une manifestation, évidemment. Et les proportions que ça a pris a dépassé nos espoirs, limite, parce que finalement, voilà, on a un secteur Oreca qui est maintenant à genoux. On essaye d'exprimer depuis un an, par diverses manifestations, au niveau du collectif Wallonie-Oreca, un désespoir et un désarroi profond. Et on ne peut plus attendre. Effectivement, on ne peut plus attendre. Donc on peut dire sur ce plateau, et pardon de vous interrompre, déjà, vous allez dire que je suis désagréable et je vous prie de m'en excuser, mais je vous laisse parler après. Ça veut dire que concrètement, vous avez fait ça un peu pour le show, pour faire bouger les lignes, et que puisqu'on ouvre quand même le 8 mai les terrasses, et qu'il y a une ouverture possible en juin du reste, vous dites, on laisse tomber le 1er mai, c'est ça que vous nous dites ici de façon claire? Non, c'est pas ça. Je veux comprendre. Voilà, l'action du 1er mai voulait vraiment avoir lieu, etc. Donc on avait vraiment beaucoup de restaurateurs qui étaient prêts à le faire. Maintenant, il faut quand même avouer que le gouvernement nous a déployé l'artillerie lourde. C'est-à-dire C'est-à-dire les amendes, les répressions. Monsieur Claraval y a été très franchement avec les droits passerelles, etc. Donc ça, c'est quelque chose, c'est notre chômage à nous. Donc là, on nous propose soit d'exprimer notre colère, soit de nourrir notre famille. Donc ça devient un petit peu... Donc vous cédez quelque part? À un moment donné, je veux dire, on n'a pas envie d'être crucifié sur la place publique non plus. Il faut quand même rester un petit peu réaliste. Donc oui, il y a encore des personnes qui veulent le faire, mais est-ce que le mouvement s'est essoufflé face à cette répression? Et forcément. Donc si vous, qui êtes quand même considéré, on vous surnomme parfois la lionne, et c'est un mot tout à fait sympathique en l'occurrence, vous nous dites, il est vrai que c'est même vous qui vous appelez vous-même la lionne. Bon, bref, j'arrête parce que là tout de suite je dérape, pardon pour cela. Reprenons la question. Ça veut dire qu'en tout cas vous n'ouvrirez pas le 1er mai, quoi. Si, moi j'ouvrirai le 1er mai, évidemment, mais il y a des choses qui sont autorisées. On nous demande depuis un an d'être créatifs et de nous... Oui, mais vous ouvrez ou vous ouvrez pas? Je ne comprends plus. J'ouvre le 1er mai. Ah, quand même. Bon. Voilà, mais je respecterai les règles et je ne me mettrai pas dans une situation encore plus dramatique. Là, je ne comprends plus rien, parce que si on ouvre, on n'est pas dans les règles. On sait encore faire du take-away, vous savez. Donc vous n'ouvrez pas vraiment le 1er mai. Bon. Voilà. Bon, vous avez réussi votre coup alors, Monsieur Claraval, puisque c'est vrai que vous avez marqué les imaginations. Jeudi, chez Fabrice Goffila à 7h50, en disant, si vous ouvrez le 1er mai, c'est terminé, le droit passerelle, vous ne l'aurez plus. J'ai envie de dire, si on se place du côté de la loi, bien joué. Mais on n'est pas ici en train de parler de gagner, de perdre. Moi, je voulais simplement dire aux restaurateurs qui voulaient ouvrir le 1er mai, et c'est un conseil d'amis, parce que moi, je soutiens, je suis moi-même indépendant, et donc je comprends la détresse du secteur de l'Oreca. Ça fait 6 mois qu'ils sont fermés. Et Madame Miglion a raison de dire qu'ils sont à genoux. Et donc, on ne veut pas vraiment... moi, s'il y a bien quelqu'un qui veut soutenir l'Oreca, c'est bien moi. Enfin, vous avez quand même dit, pas de droit passerelle à ceux qui rouvrent. Madame Miglion dit, c'est quand même ça qui m'a incité à dire, je ne le fais pas. Moi, je n'ai pas apprécié que certains bourgmestres, que certains gouverneurs disent aux restaurateurs, vous pouvez y aller, Franco, la police ne fera rien. Moi, je dis, on n'aide pas les indépendants quand on les incite à faire de la désobéissance civile. Alors, c'est vrai qu'il y a 7 jours, entre le 1er et le 8. C'est 7 jours de trop. C'est 7 jours de trop. Mais c'est le compromis que nous avons obtenu après des heures et des heures de discussion au sein du gouvernement et au sein de Codeco. On a réussi non seulement à avoir quand même l'ouverture le 8 mai, des terrasses dans des conditions dont on parlera tout à l'heure, mais on a aussi sorti 900 millions d'euros de soutien pour l'Oreca.
La double passerelle va être maintenue pour le mois de mai. On a la TVA sur l'alcool aussi, ce qui n'a jamais été obtenu jusqu'à présent. Pourquoi? Pour soutenir aussi les petits cafés qui ont besoin de ça. Le prix de l'alcool ne va pas diminuer. Je rassure ceux qui disent que c'est une incitation à boire, ce n'est pas le cas. C'est pour que les restaurateurs aient plus d'argent. On permet aux restaurateurs d'augmenter de 15% sa marge, ce qui n'est quand même pas rien. On a des diminutions d'ONSS pour les restaurants qui ont plus de personnel. On a aussi la possibilité d'avoir recours au travail d'étudiants, parce qu'on sait qu'il y a dans le sein du personnel... difficilement du personnel pour l'instant. On a vraiment voulu montrer 900 millions d'euros, one shot comme ça, plus des conditions quand même qu'on a voulu les plus positives possibles, 22 heures. Donc voilà, moi je dis, ne prenez pas ce risque d'ouvrir une semaine à l'avance, ça n'en vaut pas la peine. Et donc un conseil d'amis, respectez les règles. Et je pense que le 8 mai, on pourra tous ensemble prendre un verre à une terrasse. Bon, alors vous avez mis un peu en cause, c'est Clara là, je vous entends, Willy de Meyer, le bourgmestre de Liège, en disant, voilà, je ne comprends pas ces gouverneurs et le bourgmestre, évidemment, d'une des villes les plus importantes en Wallonie. Il y a deux grandes villes en Wallonie, c'est Charleroi et bien évidemment Liège. Monsieur de Meyer, voilà, on vous a plus entendu quand même depuis quelques jours, depuis même une bonne semaine. Vous allez et vous encouragez toujours vos orecaïstes à reprendre le 1er mai, ou on vous a mal compris? Expliquez-nous ce qu'il en est précisément de votre position. Vous êtes également président du PS, ce n'est pas rien quand vous vous exprimez. Exactement. Donc, vous avez rappelé que monsieur Caréval est bourgmestre de Bièvre, à Namur. 20 ans. Donc il doit connaître la différence entre la police administrative et la police judiciaire. Les bourgmestres sont responsables de la police administrative et donc de l'ordre public. Et ce qu'on me demandait, c'était de vider la place du marché avec des policiers en tenue de maintien de l'ordre. Et ça, j'ai dit que je ne le ferai pas. Voilà de quoi il s'agit. Et pour le reste, puisque vous me donnez l'occasion de m'exprimer, je voudrais dire ceci. Donc le mouvement auquel on a assisté au sein de l'Oreca, c'est un mouvement social de personnes qui sont à bout de souffle depuis des mois et des mois. Et il faut maintenant analyser la situation. Un certain nombre de choses ont été obtenues, et c'est vrai, monsieur Claréval, que l'ouverture au 8 mai n'était pas acquise d'avance. Vous avez fait un certain nombre de pas vers l'Oreca, et je voudrais dire à madame Miglior et à son mouvement qu'il faut peut-être maintenant à la fois savoir démarrer un mouvement, mais il faut aussi savoir atterrir, comme on dit. Et c'est le moment d'atterrir avec l'étude des terrasses. Nous allons le faire avec la ville. On va regarder comment on peut mettre un maximum de terrasses pour tout le monde. On va faire en sorte d'organiser avec vous le take-away. Et ça, c'est possible dès maintenant. Et nous allons, comme on en a parlé hier, avec les représentants du collège, avec madame Defreigne, avec madame Frépon, nous allons organiser une ville Covid-safe pour l'Oreca. C'est-à-dire faire en sorte que vous puissiez le plus rapidement possible rouvrir l'intérieur également. Voilà. Mais donc voilà, monsieur de Borsu, le message que je veux donner. Et pour le reste, j'invite un certain nombre d'interlocuteurs à revoir les cours de droit et à comprendre la différence entre la police administrative et la police judiciaire. Je sais que c'est un peu subtil, mais il faut connaître les réglementations qu'on est censé appliquer. Bon, allez, un tout petit droit de réplique, David Claréval. Vous savez que M. de Meyer est avocat de formation, vous pas, mais bon, en une phrase... Écoutez, j'ai été bourgmestre pendant 20 ans, je suis encore en titre, je connais la différence, et je comprends que M. de Meyer fasse un peu marche arrière, mais écoutez, on n'est pas ici pour entrer dans une discussion de cet état-là. Moi, je me réjouis d'entendre que tout le monde est d'accord d'atterrir. Ça ne vaut pas la peine d'entamer une guerre de terrasse pour une semaine. Il n'y a plus de guerre, on va s'en féliciter. Les mesures de soutien et les mesures de protocole que nous avons mises en place permettent de soulager la détresse. Je dis bien. Vous l'avez bien dit, donc je vais quand même passer la parole à Mme Miglior. Vous entendez l'appel très clair de Willy de Meyer, qu'on a peut-être donc mal compris. Il s'est expliqué ici, c'était important. On s'est entretenu avec M. de Meyer. Vous allez atterrir, c'est fini, vous n'ouvrez plus le 1er mai, ça paraît clair. Ce n'est pas une question d'atterrir. Là, on a une carotte et un bâton derrière. Donc à un moment donné, je veux dire, voilà, on parle ici d'un secteur qui est aux abois depuis 10 mois et à qui, à la place de dire merci, de soutenir le personnel hospitalier, du sacrifice que vous faites, merci de soutenir l'activité économique qui a pu reprendre. À la place de ça, on nous met des bâtons et on nous met sous pression, et sous pression également personnelle, avec des menaces et de la répression. Alors oui, on ne va pas
aller se faire crucifier, évidemment. Oui. On serait fou de faire le contraire et nous sommes des personnes responsables et on voulait faire quelque chose dans le respect des règles sanitaires. Voilà, très bien. C'est très clairement dit. Donc, vous atterrissez malgré tout. Monsieur Dispa, quelle est le leçon que vous tirez de ça? Vous êtes également bourgmestre et député pour le CDH. Il y a eu beaucoup de cinéma dans cette histoire. Pardon d'employer ce mot, parce qu'il y a aussi beaucoup de détresse. On a entendu avec Mme Liglior. Oui, je n'emploie pas le mot cinéma. On sent bien que le secteur balance entre la colère et la résignation, tant dans le secteur de l'ORECA que dans le secteur de la culture. Les bourgmestres eux-mêmes sont exaspérés parce qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. D'une part, ils ont envie de soutenir les secteurs concernés, l'ORECA en particulier, parce que c'est un secteur non seulement qui est en détresse, mais c'est un secteur qui fait vivre nos territoires, nos cœurs de ville, nos villages. Il y a moins de monde en ville actuellement. Et d'ailleurs, un certain nombre de mesures de soutien sont prises au niveau local, exonérer certaines taxes, octroyer des primes, faciliter l'installation de terrasses. Et d'autre part, les bourgmestres doivent appliquer des mesures auxquelles ils n'ont pas été associés, qui leur paraissent souvent discriminatoires, parfois arbitraires, parce qu'elles sont le fruit de compromis, mais ils n'ont pas d'autre possibilité que de rappeler la loi. Et donc, vous le ferez aussi à Jean Blou, c'est clair. Face à cette difficulté-là, les bourgmestres jouent leur rôle, c'est-à-dire qu'ils sont en quelque sorte des casques bleus et essayent d'apaiser la situation et d'éviter la guerre. La répression n'est pas une bonne solution. C'est par le dialogue que l'on peut souvent essayer de déminer le terrain. C'est ce que j'ai fait à Jean Blou en réunissant tant les forces de l'ordre que le secteur de l'ORECA. Mais je veux dire ici que les bourgmestres ne pourront pas indéfiniment jouer ce rôle de pare-choc et de tampon entre les uns et les autres. Je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement entende la détresse et surtout qu'il change de stratégie, qu'il change de méthode, qu'il change de paradigme. On ne peut plus opposer les uns aux autres, ceux qui ont une terrasse, ceux qui n'en ont pas, l'ORECA à la culture. Il faut vraiment qu'on rentre dans une logique où on fait confiance aux acteurs, on les responsabilise parce qu'ils ont tous le sens de la responsabilité, ils ont tous le sens des risques et ils sont en capacité d'appliquer des protocoles partagés, concertés, de façon à ce qu'on puisse sortir de cette logique d'affrontement et de répression. On a beaucoup parlé déjà de ces protocoles et on va encore en reparler, mais en tout cas merci pour ça. Et on voit qu'il y a pour l'instant un peu de paix autour de cette table et on va s'en féliciter. Audrey, plein de questions sur le concret, parce que parlons-en de cette réouverture des terrasses et puis on parlera avec madame de ceux qui n'ont pas de terrasse et qui ont beaucoup de soucis. Oui, voilà, effectivement, des questions très concrètes. Il y en a plusieurs. La première, Nicolas Sanson nous dit « Mon restaurant préférait une terrasse à l'arrière du bâtiment, mais pouvons-nous passer par la salle du resto pour y accéder ?» C'est la première question qu'on en a reçue. Je répondrai tout le monde. Vous avez une phrase. Ok. Donc très clair, oui, ça a été décidé clairement. Les terrasses, qu'elles soient devant, derrière, à gauche, à droite, on peut entrer à l'intérieur pour aller sur la terrasse. On peut aussi entrer à l'intérieur pour aller aux toilettes. On peut aussi entrer à l'intérieur pour payer l'addition. Donc on peut aller aux toilettes, vous le dites. Oui, écoutez, quand on fait des protocoles, on va jusqu'au fond des choses. Donc je confirme à ce monsieur, oui, sans hésiter. D'accord. Et autre question aussi, sur laquelle on a probablement moins d'impact, mais voilà, les cafetiers qui n'ont aucune protection contre la pluie, le vent, les orages, en cas d'intempérie, que doivent-ils faire ? Faire rentrer leurs clients, leur demander simplement de quitter la terrasse, ou alors que les clients rentrent chez eux. Voilà. En tout cas, s'il pleut tous les jours, que faire pour... Je vais d'abord dire qu'est-ce qu'une terrasse, parce qu'on a une vision très large d'une terrasse. Ça veut dire qu'il doit y avoir un côté d'ouvert. Ou alors, si vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir un côté complètement, vous devez alors créer un courant d'air en ouvrant, par exemple, deux côtés. Et donc, ça peut être une véranda. Une véranda ouverte avec un toit. Mais alors, il faut qu'il y ait constamment deux côtés ouverts pour qu'il crée un courant d'air, ou alors qu'il y ait un côté à l'avant, par exemple, qui soit ouvert complètement. Donc, évidemment, ils peuvent avoir des mécanismes pour protéger de la pluie. Non, très bien. Et encore une autre question, Audrey, parce qu'on apprend plein de choses ici. Écoutez, c'était des toilettes, mais Monsieur Clarinval a déjà répondu, il revenait souvent. Et je vous demande aussi d'être bref, parce que je vais vraiment aller chez Madame Batukowski. Si vous voyez qu'il y a une table de plus de 4 personnes, puisqu'on peut être à 4 maximum, sauf si on est une famille plus grande que cela, si on habite sur le même toit, vous allez contrôler, vous pouvez contrôler ça de votre côté? Oui, ça c'est quand même contrôlable. Vous allez le faire quand même. Donc vous jouez le jeu, vous allez contrôler cela. Si vous voyez qu'il y a une table de 6, vous allez demander aux gens, est-ce que vous êtes de la même famille? Vous savez, je pense que dans le secteur, on est vraiment très conscient des risques sanitaires et qu'on est prêt à faire appliquer les protocoles. Très bien. Donc là aussi, vous allez jouer le jeu. Écoutez, on le joue depuis déjà longtemps maintenant.
C'est gentil de le dire et c'est bien de le dire. La grande majorité des restaurants et cafés n'a donc effectivement pas de terrasse, même si on entend que certaines communes vont faire en sorte qu'il y en ait plus mis à disposition, hein, des rues qui vont être consacrées à ça. Mais dans votre cas, Madame Batukowski, le restaurant Alexandre à Bruxelles, c'est impossible, dites-vous. On dit qu'effectivement, environ 8 restaurants et cafés sur 10 a un souci par rapport à une terrasse, donc la majorité va rester fermée. C'est tenable pour vous ou pas? Non, c'est hyper compliqué. Je veux dire, et en fait, moi, ce qui se passe, c'est que je comprends pas et ça me révolte. Et je vais rebondir sur ce que vous disiez. Je comprends pas pourquoi je peux pas ouvrir alors que je suis un tout petit restaurant où chaque table est un cocon, une bulle pour reprendre un mot qui est très à la mode pour le moment. Vous avez des fenêtres que vous pouvez ouvrir, par exemple? Vous pouvez faire un courant d'air? Non, parce que ça donne sur la rue du Midi, mais je peux laisser la porte ouverte. Et je veux dire, il y a au moins, naturellement, 1,50 m entre chacune de mes tables. Alors pourquoi je peux pas réouvrir? C'est vraiment un sentiment de totale injustice, en fait. Réponse, M. Claraval, puis Christophe, et puis M. On veut évidemment... Moi, j'ai la volonté d'ouvrir le plus vite possible, en ce compris l'intérieur. Hein. On espère, au mois de juin, pouvoir ouvrir l'intérieur des restaurants. C'est notre objectif. Mais l'idée ici, qui a été discutée avec le commissariat Corona, avec les experts, c'est d'avoir un plan plein air au mois de mai, le 8 mai, et un plan à l'intérieur au mois de juin. Et donc, on sait très bien qu'il y a malheureusement des restaurants qui n'ont pas de terrasse, qui ne sont pas possibles ou qui n'ont pas de ventilation. En chiffres, ça, on sait, on parle de 8 sur 10, c'est pas très clair. Moi, j'avais plutôt en tête 50-50. Ah, 50-50, ça dépend, c'est pas le même chiffre. Ça dépend des endroits. Dans certains endroits, à la campagne, c'est quasi tout le monde a une terrasse. Et puis il y a des rues, comme on le disait, hein, qui vont être... Les communes vont faire des efforts pour donner des terrasses. Je salue l'exemple de Jean Blou qui va mettre à disposition de ça. Voilà le rôle que les bourgmestres doivent faire. Mais on sait que malheureusement, comme madame, certains ne seront pas en position d'ouvrir. C'est pour ça qu'on a maintenu la double passerelle, parce que certains restent fermés. Et donc on a voulu vraiment faire un geste vraiment constructif, positif pour ceux qui sont dans la possibilité d'ouvrir à l'extérieur, mais on maintient des aides financières importantes une phrase, pour ceux qui ne sont pas dans la possibilité. On continue, on va vérifier si vous allez pouvoir ouvrir avec Nicolas Franco qui a tous les chiffres. Réaction rapide? Réaction rapide. Moi, ça me fait rire ce que vous dites avec oui, on maintient le droit passerelle, etc. Moi, je me demande réellement, Monsieur Franco, sur quelle base scientifique on s'appuie pour dire que les restaurants sont un foyer du virus. C'est parce que les gens mangent, qu'ils enlèvent leur masque et que c'est pas toujours bien. Mais quand on est dehors, on enlève le masque aussi, enfin, monsieur. Oui, 20 fois moins de contamination dehors. Monsieur Franco, vous n'êtes pas médecin, hein, vous êtes mathématicien de la santé. Enfin, vous êtes quasiment devenu tout à fait sciant au niveau du virus. Que répondra Madame Donc, effectivement, il y a énormément d'indications comme quoi à l'extérieur, le risque est beaucoup moins qu'à l'intérieur. Et en réalité, scientifiquement, ce qui a été fait en Belgique et dans d'autres pays aussi, c'est d'essayer de mesurer la quantité de transmission qui se passait lorsque les restaurants, les cafés ou la culture étaient ouverts. C'était mesuré en Belgique au niveau du mois de septembre. Et nous, on a des modèles, on essaie d'intégrer ça, de voir la situation actuelle. Si on rouvrait actuellement, est-ce que ça ferait repartir l'épidémie? Donc, si on ouvre les restaurants. Et qu'est-ce que vous dites? On a d'ailleurs des schémas qui montrent qu'en fait, les restaurants, c'est ce que vous dites, pour avoir une réponse à madame, sont quand même peuvent être un souci par rapport au Covid. Hein. Voilà. En fait, ce qu'on avait remarqué, c'est que ça marche assez bien de rouvrir tous ces secteurs-là à partir du moment où la population à risque, plus de 65 ans, mais également moins de 65 ans avec comorbidité, sont vaccinés. Surtout avec cette population de moins de 65 ans, parce que ce sont des gens qui sont actifs dans la vie de tous les jours, qui ont beaucoup de contacts. Et si une partie sont vaccinés, ça aide et ça permet d'ouvrir des choses. Donc le 1er mai, comme on le pensait à un moment, et même le 8 mai, pour vous, c'est quand même un petit peu tôt. Ça reste encore un peu tôt pour répondre à madame. Vous êtes un peu inquiet. En fait, pour une ouverture complète, c'est trop tôt. Au départ, on pensait que le 1er mai était possible si le calendrier était exactement respecté. On parle de l'intérieur des restaurants ici, on parle pas des terrasses. Au niveau de l'intérieur. Mais malheureusement, le nombre de doses venant des firmes était un peu moins important et il y a quelques semaines de retard qui ont été prises. Donc, plutôt que de dire on va tout décalé jusqu'au mois de juin, il y a déjà la partie la moins à risque qui va être ouverte au mois de mai. Mais donc pour vous, en tant que mathématicien de la santé, le plan qui est fait par le gouvernement, donc le 8 mai, on rouvre les terrasses, et en juin, si on a moins de 500 cas dans les soins intensifs, on a entendu tout à l'heure que c'était possible, si ça se réalise, pour vous, c'est bon, ça ne va pas faire une remontée des chiffres?
Alors, il y a toujours une certaine incertitude. Ce qui est sûr, c'est qu'on a remarqué que décaler de l'une ou l'autre semaine, pour l'instant, ça changeait énormément. C'est pour ça que rien que déplacer de 1 ou 8 mai, on gagne beaucoup plus de sécurité, parce que si les choses repartaient déjà au mois de mai, ça compromettrait tout au mois de juin. Alors, il est possible qu'on atteigne ces fameux plus ou moins 500 soins intensifs au mois de juin, si les augmentations qui viennent justement des terrasses sont assez faibles. Par contre, le risque, c'est qu'à partir du moment où on ouvre un secteur, il y a une partie de la population qui se dit c'est terminé, on va faire moins attention pour le reste, on va refaire des anniversaires à 15 personnes. Si malheureusement c'est le cas, on risquerait de se retrouver encore un peu plus haut. Et là, c'est plutôt au niveau du personnel hospitalier, est-ce qu'ils vont avoir droit à des vacances ou pas au mois de juillet. Voilà. Un grand appel clair à la responsabilité. Christophe, vous avez le dernier mot, c'est vous qui concluez, s'il vous plaît. Mais Christophe, vous savez que je suis un féru d'histoire, hein. Bon, le 8 mai n'est pas une date anodine. Et non. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La capitulation de l'Allemagne nazie. Oui, en Europe. Puisqu'après, il y avait le Japon, évidemment, dans le Pacifique. Et moi, je veux croire qu'effectivement, après le 8 mai, il y a la reconstruction. Il y a la dénazification, on repart vers autre chose. Et moi, j'aimerais bien que ça soit le cas. Et qu'à partir du 8 mai, évidemment, on arrive à retrouver de nouveaux équilibres, de nouveaux modes de vie, etc. Je trouve que, par exemple, le fait de maintenir la double passerelle pour les indépendants est une excellente chose. Et j'en connais plusieurs qui sont très heureux de cette situation, parce que ça a vraiment aidé les gens, d'ailleurs. Avec le takeaway en plus, mais tout le monde ne peut pas le faire. C'est très inégal. Monsieur Claraval, ça a quand même aidé énormément. Certains s'en sortent, certains s'en sortent pas, c'est ce que dit Madame Batista. Moi, dans un gastronomique, je ne peux pas faire de takeaway. Vous ne pouvez pas faire de takeaway chez vous, donc. Mais non, c'est beaucoup trop compliqué, ça engendre trop de frais. Je ne fais pas dans